Vendredi 22 avril 2022, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal version française. Merci de nous rejoindre pour vous informer. Tout de suite, concernant les actualités marquantes de ce jour, une somme de 111 milliards d'ariars suspectée d'avoir été acquise de manière illégale fait actuellement l'objet d'enquête au niveau du PAC ou pôle anticorruption. D'après le comité pour le sauvegarde de l'intégrité, cette somme devrait être déposée dans la caisse étatique une fois la RAI ou l'agence de recouvrement des avoirs illicites mise en place à Madagascar, d'après ce reportage de Jassine Mireille. Le comité pour la sauvegarde de l'intégrité rapporte que 111 milliards d'ariars suspectés d'avoir été acquis à travers des pratiques corruptives font l'objet d'enquêtes au niveau du PAC ou pôle anticorruption actuellement. Cette somme devrait être déposée dans la caisse de l'État dès que la RAI ou l'agence de recouvrement des avoirs illicites sera mise en place. Le président de la République a déjà décidé la mise en place de la RAI. Néanmoins, la nomination de son directeur n'est pas encore effective jusqu'ici. La RAI contribuera à la lutte contre la corruption, en plus de la révision de la loi sur le blanchiment d'argent à Madagascar et la mise en place de la PAC partout à Madagascar. Par ailleurs, l'administration publique devrait être améliorée, toujours dans le cadre de la lutte contre la corruption, selon le CSI, durant le rapport annuel pour l'exercice 2021, effectué à Antananarivo ce jour. La loi sur la propriété privée non titrée va être révisée. Telle a été la décision prise lors de la rencontre entre le ministère de l'Aménagement du Territoire et du Service foncier, la société civile et des maires. Une décision qui fait suite à un constat selon lequel certains articles vont à l'encontre de l'intérêt de la majorité, d'après les explications contenues dans ce reportage. La société civile a été contre l'application de la loi 2021-016 bien avant son adoption, selon ses explications aujourd'hui. Et cela après avoir constaté que certains articles visent à éradiquer la gestion foncière au niveau communal ou BIF, mais également à annuler la reconnaissance du droit de propriété non titré d'un occupant après l'avoir mis en valeur. L'État malagasy, via le ministère de l'Aménagement du Territoire et du Service foncier, a donc pris en compte ces doléances et a organisé un atelier avec la société civile et les maires dans le cadre de la révision de cette loi sur la propriété foncière non titrée. Après cette révision, l'on procédera au transfert de la loi révisée au niveau des deux assemblées afin qu'elle soit réexaminée lors de la session ordinaire de ce mois de mai. Et sur un autre sujet, Madagascar étudie actuellement les moyens de produire du gaz et du fioul lourd afin de ne pas dépendre des importations. Selon le ministère de l'Énergie et de l'Hydrocarbure, l'importation de fioul lourd constitue une dépense assez conséquente pour la Jirama, d'où la hausse du coût d'électricité. Les résultats de l'étude actuellement en cours devraient être publiés cette année même. Martina Nzaranjiansu. 60% de la production d'électricité de la Jirama est alimentée par le fioul lourd. Du fioul lourd importé qui constitue une dépense conséquente pour la Jirama. Si le coût du kilowattheure de l'électricité produite par la centrale hydraulique d'Indekalek est de 5 ariars, le kilowattheure de la centrale thermique d'Amboumenamboul, alimenté par du carburant, est estimé à 900 ariars. Une telle transition énergétique aura donc un impact financier direct pour Madagascar. Les techniciens étudient actuellement des moyens pour faire avancer cette mode de production économique, a indiqué le ministre de l'Énergie et de l'Hydrocarbure. Madagascar a déjà entamé cette transition par la production d'électricité via une centrale solaire et une centrale hydraulique. L'on procédera également bientôt à la mise en place d'une centrale éolienne, toujours d'après les explications. Les dons remis auprès du BNGRC au Bureau national de la gestion des risques et catastrophes suite au passage des cyclones à Madagascar parviendront à ceux qui doivent en bénéficier, souligne le directeur général du BNGRC ce jour. Dans ce cadre, une caravane repartira bientôt pour le Grand Sud pour distribuer les dons encore disponibles au sein du magasin de stockage du BNGRC. Reportage. Toutes les régions sinistrées suite au passage des cyclones Ana, Batirai, Doumakou et Emnati ont bénéficié des aides et dons remis au BNGRC. 18 régions ont été impactées par ces catastrophes naturelles, mais la région sud-est et sud sont les plus touchées.
Beaucoup ont répondu à l'appel à l'aide du Premier ministre suite à l'état de sinistre à Madagascar, d'après le directeur général du Bureau national de la gestion des risques et catastrophes, notamment des personnalités publiques ou des particuliers, des institutions privées et publiques, mais également des organismes internationaux. Des aides qui ont été distribuées par le BNGRC suivant les quantités requises par les normes internationales. Bien que toutes les régions en ont bénéficié, le BNGRC rapporte qu'il existe encore des aides disponibles au niveau de son magasin de stockage. Conformément aux consignes présidentielles, le BNGRC a pris l'initiative d'organiser une caravane pour le Grand Sud partant de Tuléar des districts d'Anjouy et d'Anous pour répartir ces aides aux bénéficiaires dans chaque commune ciblée. Par ailleurs, le BNGRC continue de recevoir des aides et aujourd'hui, c'est le gouvernement mauricien qui est venu remettre officiellement 500 tonnes de riz qui sont arrivées au port de Thomas le 28 février passé. L'île Maurice qui a aussi été frappée par le cyclone Batirai. Le ministère de la Fonction publique a procédé à la remise des nomenclatures des postes au ministère de l'Économie et des Finances, au ministère de la Sécurité publique et au ministère de l'Environnement et du Développement durable ce jour à Anous, nomenclature visant à faciliter la mise en place de la gestion prévisionnelle des effectifs des emplois et des compétences dans chaque ministère. Fernand Couteur-Soulé, Gérard Giamar nous en dit plus dans ce reportage. À part la mise en place de la gestion prévisionnelle des effectifs des emplois et des compétences, la nomenclature des postes est également un outil de gestion saine et efficace des ressources humaines permettant d'améliorer les recrutements, les mobilités, les formations ainsi que l'évaluation des performances des travailleurs au sein des ministères. La direction de la réforme de la fonction publique et la direction générale de la fonction publique ont mis en place ce projet depuis 2017 et ont sorti depuis la première nomenclature de poste de la fonction publique malagasy avec 121 fiches de poste communs et 269 fiches de poste spécifiques. Il est à noter que la nomenclature des postes constitue une action qui concrétise l'axe numéro 2 de l'IEM qui est l'innovation numérique et la bonne gouvernance, ainsi que le défi numéro 66 qui est de réformer l'administration et les services publics. Et sur le plan éducatif, environ 80% du programme scolaire est désormais achevé pour la plupart des établissements scolaires. Lors de la dernière évaluation, il y a eu une baisse de niveau pour les élèves de cette école. Toutefois, les enseignants se préparent déjà pour y remédier, d'après ce reportage de Ruth Christer à Koutou-Malal sur les images de Yves Janel. À 2 mois du CEPE, 80% du programme scolaire sont bouclés pour cette école. Lors du dernier examen, une baisse des notes a été constatée par rapport aux évaluations du mois de décembre. Selon une enseignante, le malagasy et le problème sont les bêtes noires des élèves en classe de 7e. Pour y remédier, cette enseignante utilise une nouvelle stratégie, notamment avec plus d'exercices de raisonnement et de compréhension de texte. Des cours de soutien gratuits et l'augmentation des heures de cours sont également programmés. Pour cet établissement, 32 élèves passeront les examens du CEPE, 22 pour le BEPC et 5 pour le bac. On rappelle que le CEPE se déroulera le 21 juin et le BEPC du 4 au 7 juillet. Le dernier bimestre débutera ce lundi 25 avril. Les 2 jeunes filles qui représenteront un tir B pour la compétition F5 sont connues après la finale régionale. Elles rejoindront donc Antananarivo pour y recevoir une formation complète pour devenir un artiste dans le cadre de la compétition F5, une télé-réalité organisée par Viva Madagascar à James Bond de Vivre un tir B. Les 13 jeunes filles se sont affrontées lors de la finale du concours F5 aujourd'hui à la Rotel Antirabé. Chacune a fait montre de ses talents à travers d'incroyables performances en chant et en danse. Les spectateurs sont également venus nombreux pour cette finale.
étaient indécis, mais le choix devrait être fait. 2 jeunes filles représenteront un tir à B pour la compétition F5 pour la grande joie de leurs parents. À titre de rappel, F5 est un concours de chant et de danse organisé par Viva Madagascar afin de détecter les jeunes filles ayant le potentiel de devenir des artistes. Viva leur octroiera une formation en ce sens lorsqu'elles seront dans la capitale. Après un tir à B, l'équipe de Viva prendra la direction de Fenaransu pour y sélectionner les représentants dans le cadre de ce concours F5. Simultanément, le concours de chant La Voix d'Or reprendra dès demain un tir à B pour les enfants de moins de 14 ans. Et concernant les actualités internationales de ce jour, déjà mises à l'amende pour une fête organisée au 10 Downing Street en plein cœur de la crise sanitaire, Boris Johnson est désormais visé par une enquête ouverte par les députés jeudi 21 avril. Par consensus, sans même formellement voter, ils ont décidé de saisir le comité des privilèges. Cette enquête doit déterminer si Boris Johnson a sciemment trompé le Parlement, et ce, alors qu'il avait affirmé à plusieurs reprises avoir respecté toutes les règles du confinement. France 24. Question is, as on the order papers, many of that opinion say aye. Aye. On the contrary, no. I think the ayes have it. The ayes have it. Sans la moindre opposition, la motion est votée. Les députés britanniques viennent d'enclencher une enquête parlementaire contre le Premier ministre. Le but, déterminer si Boris Johnson a menti au sujet du scandale du Partygate. C'est la première fois qu'un chef de gouvernement fait l'objet d'une enquête pour avoir délibérément induit le Parlement en erreur. Le vote intervient après un long débat au cours duquel certains députés du parti de Boris Johnson lui ont demandé de démissionner. Je dois bien reconnaître que si le Premier ministre avait occupé n'importe quel autre poste à responsabilité, secrétaire d'État, ministre ou sous-secrétaire, cela ferait longtemps qu'il ne serait plus là. Boris Johnson lutte depuis des mois pour se maintenir au pouvoir. Depuis le début du scandale, il réfute l'organisation de soirées à Downing Street pendant le confinement, mais il a accepté de payer une amende pour ça la semaine dernière. Le vote humiliant d'aujourd'hui a montré que les conservateurs savent qu'ils ne peuvent plus défendre l'indéfendable. Il n'a jamais été aussi clair que l'autorité de Boris Johnson est affectée et qu'il est incapable de diriger. La Grande-Bretagne mérite mieux. Le Premier ministre est actuellement en visite en Inde, déplacement lors duquel il a de nouveau refusé de démissionner. L'enquête du comité parlementaire ne commencera pas avant la fin de celle de la police et la publication de son rapport final. Hier, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Lahore, au Pakistan, à l'appel de l'ex-premier ministre Imran Khan, renversé par une motion de censure le 10 avril. Il souhaite poursuivre les manifestations contre le nouveau gouvernement, même si son personnage ne fait pas l'unanimité. Toujours un reportage de France 24. Des dizaines de milliers de personnes ont répondu à l'appel d'Imran Khan. Ils ont investi le centre de Lahore, capitale de la province la plus peuplée du Pakistan. Lahore, je n'ai pas de mots pour vous remercier. Je n'ai jamais fait de discours devant une aussi grande foule. Dans la foule, des familles issues de la classe moyenne supérieure venues soutenir Imran Khan qui met en cause une conspiration étrangère. Les politiciens qui étaient dans l'opposition et qui sont actuellement au gouvernement étaient contrôlés par les États-Unis et les pays européens pour imposer leur politique dans ce pays. Les élections sont truquées ici, tout le système est truqué. C'est pourquoi nous soutenons Imran Khan, parce que c'est une personne honnête et qu'il tient ses promesses. Et les jeunes sont nombreux au rendez-vous. Il est charismatique, regardez-le, regardez sa personnalité. Il est mieux que tous les autres vieux chefs politiques. Il est si inspirant. Imran Khan a le pouvoir de rassembler les foules, mais il ne fait pas pour autant l'unanimité au sein de la population. Des habitants rencontrés dans la journée confient leur soulagement de le voir évincé. Il accentue l'inflation, tout a augmenté. Les gens n'ont pas d'autre choix que de mendier. Imran Khan n'a rien fait. Je n'ai vu aucun progrès durant son mandat. La criminalité a augmenté. Avant, on pouvait sortir tard le soir et on n'avait pas peur. Mais après son arrivée au pouvoir, cela a changé. On doit rentrer en tout début de soirée.
Certaines personnes soutiennent le clan Sharif, d'autres Imran Khan. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que la politique polarise notre société. Les politiciens se traitent de corrompus ou de voleurs. C'est mauvais. Cette politique odieuse doit s'arrêter. Mais les prochains mois risquent d'être mouvementés au Pakistan. Imran Khan compte poursuivre ses manifestations contre le nouveau gouvernement. L'ancien président du Honduras, Juan Orlando Hernández, a été extradé hier à bord d'un avion de l'agence antidrogue américaine qui a décollé de Tegucigalpa en direction des États-Unis où la justice l'accuse de trafic de drogue. Il risque la prison à vie d'après ce reportage de France 24. Il aurait fait du Honduras un narco-État selon les autorités américaines. Juan Orlando Hernández, à la tête du pays il y a encore quelques mois, est extradé vers les États-Unis par un avion de l'agence antidrogue américaine. Il aurait facilité le transport de plus de 500 tonnes de cocaïne entre les deux pays. Hernandez aurait reçu des millions de dollars de plusieurs organisations de trafic de drogue, notamment de l'ancien chef du cartel de Sinaloa, connu sous le nom d'El Chapo. En contrepartie, le département de la justice américaine affirme que les trafiquants étaient autorisés à opérer en quasi-impunité. Une corruption qui serait allée jusqu'à certaines branches de la police, de l'armée et du Congrès. L'ancien président, lui, nie toute implication. Je suis innocent. J'ai été et je fais encore l'objet de poursuites injustes. Il va même jusqu'à se dire victime d'une vengeance des cartels en réponse à sa lutte contre le narcotrafic. Pendant des années, JOH s'est affiché comme un champion de la lutte contre la drogue. Les États-Unis avaient même vu en lui un allié dans ce combat. Mais en février 2021, le nom du président ressort à New York. Lors du procès du narcotrafiquant hondurien Giovanni Fuentes, ici interrogé par un agent de la DEA, il déclare être devenu intouchable au Honduras en échange de pots de vin. L'année dernière, la justice américaine a également condamné le frère de l'ancien chef d'État à la perpétuité pour avoir œuvré aux côtés des cartels dans ce vaste trafic vers les États-Unis. C'est également avec cette actualité que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Tout de suite après cette édition, vous avez rendez-vous avec l'émission Data. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée sur Viva.